Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime cette émission Côte-Nord Attitude et ce mercredi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour Valérie. Allô Jean. Valérie, on va parler d'abord du port de Sept-Îles ce midi. J'ai l'impression que tant va le port, tant va l'économie de Sept-Îles, ce sont nos exportations et on voudrait bien les diversifier. C'est à peu près le même plan de match là pour le développement économique Sept-Îles, la ville et tous les intervenants au niveau économique. Pierre Desgagnon, le président directeur général du port de Sept-Îles, sera avec nous. On fait dans l'entrevue, entre autres, l'analyse. Là, on essaie de bien comprendre l'évolution du marché mondial du fer. On le sait, à Sept-Îles, on a encore une certaine dépendance envers le fer. On le voit d'ailleurs dans les statistiques du port de Sept-Îles. Hier soir, il y avait un petit cocktail. On fait ça une fois par année au port de Sept-Îles. On invite ses partenaires. C'est une belle tradition comme ça. Et on en profite tout le temps là pour faire la revue de la dernière année. Et c'est ce qu'on va faire en ondes avec Monsieur Pierre Gagnon. Tu sais que l'épicerie nous coûte plus cher, hein? Ben, c'était vrai en 2016. Ça va être encore vrai en 2017, Caroline. Oui, ben surtout bien s'alimenter, je dirais, là, ça coûte quand même assez cher. Important de se budgéter, hein, puis il doit bien avoir des trucs pour économiser de toute façon. Eh ben, on va en parler avec Marianne Lachance. Elle est vraiment intervenante en consommation au CRIC Port-Cartier. Ben, le CRIC, c'est le centre de recherche et d'information aux consommateurs et il couvre Sept-Îles et la Minganie également. Ces gens-là organisent des ateliers sur le budget, font des rencontres individuelles là, avec des familles qui veulent des trucs pour planifier leur budget. En début d'année, ça peut être bien utile, mais le prix des aliments augmente en épicerie. Puis dans notre région, on le sait, là, le prix des loyers est souvent élevé. Ça fait que c'est pas toujours facile de planifier. Le portrait de la pauvreté change, nous dira Marianne Lachance. Le Centre de recherche et d'intervention en consommation offre des services aux familles, mais défend aussi les intérêts des gens à faible revenu. Et ça passe par une pétition présentement, justement, concernant le prix des aliments à l'épicerie. Donc, Marianne Lachance sera avec nous vers 12h28. Ensuite de ça, on parle des déchets. Hier, il y avait une conférence de presse à la municipalité régionale de Comté. Et puis, notre région, on l'a appris, là, c'est assez clair. On envoie trop de déchets au site d'enfouissement, beaucoup plus que la moyenne québécoise. Il y a une table de concertation en gestion des matières résiduelles à la MRC Sept-Rivières. Ça implique la ville de Port-Cartier, la ville de Sept-Îles, mais aussi le conseil de bande ou à Chat-Mac-Maliotenam. On lance une démarche, là. On cherche des trucs pour valoriser des choses qu'on envoie au site d'enfouissement qui pourraient peut-être servir, je sais pas, dans des entreprises, peut-être même aussi dans nos maisons, je sais pas trop. On va en parler avec Vincent Carbonel, donc vers 12h40. Et en fin d'émission, je vous réserve un temps pour une discussion de filles. Ben, ça va être franchement intéressant parce que ça part des propos de Bernard Gauthier. Tout le monde en parle le dimanche. On va parler de lingerie. Ben, ça a fait vraiment réagir quand il a dit que les filles allaient parler de linge et que les gars parlaient de politique. Parce que les statistiques sont sorties. Beaucoup de filles en politique municipale ici à Sept-Îles. Je devrais même dire beaucoup de femmes. Aussi, hein? Il y a beaucoup de conseillères Sept-Îles-Port-Cartier. Exactement. Nos 2 députés sont des femmes aussi. Là, je pense à Marilyn Gill, Lorraine Richard également. Donc, on est bien représentés, les femmes en politique, mais ça amène une discussion plus loin aussi. Est-ce que c'est plus facile pour les hommes de s'impliquer dans la société que pour les femmes? Moi, je suis une féministe assumée, puis des fois, je me demande si réellement on est capable de tout avoir. Donc, ça va être vraiment intéressant d'en jaser avec Elisabeth Chevalier, qui non seulement, oui, est notre patronne ici, mais en plus, elle est conseillère à la ville de Sept-Îles, donc elle a un poste important à son travail. Elle a été élue. Elle a été élue conseillère. Elle est mère de famille également. Donc, est-ce qu'on est capable de tout concilier, tout ça? Et on va en parler aussi avec Émilie Paquette, la Chambre de commerce de Sept-Îles, qui, elle aussi, est mère de famille et est très impliquée dans la société également. Donc, ça va être le fun parce que moi, je suis impliquée dans mon travail, dans la société, mais j'ai pas d'enfants. Donc, ça va être le fun de savoir, là, un petit peu. On a invité 2 mamans pour ce débat. Exactement. Hein, avant, on parlait de conciliation travail-famille. Là, on va parler de conciliation travail-famille et implication sociale, politique. Ça va être très intéressant. Restez avec nous. Ça, c'est en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
En mentionnant d'abord que l'ancien maire de cette île, Serge Lévesque, agira comme président d'honneur du 13e Relais pour la vie. C'est prévu le vendredi 9 juin 2017. Il estime que cet événement constitue une belle occasion pour les citoyens de cette île et de la Mingani de s'unir contre le cancer. Serge Lévesque a perdu son épouse des suites de cette maladie. Les profits du Relais pour la vie, rappelons-le, vont à la Société canadienne du cancer qui, elle, investit dans la recherche et dans le soutien aux familles concernées. L'objectif 2017 du Relais pour la vie Sept-Îles-Mingani est de 205 000 $ avec la vente de 6 200 luminaires et plus de 250 survivants attendus le vendredi 9 juin. C'est le temps de commencer à former ses équipes. Le port de Sept-Îles a connu une 3e année consécutive difficile en 2016. Les volumes de marchandises manutentionnées augmentent de 1% comparativement à 2015. Le port avait vu son chiffre d'affaires chuter de 40% depuis 2014, notamment en raison de la faillite de Cliffs-Minois-Bush. En 2016, Rio Tinto IOC a augmenté de près d'1 million de tonnes ses expéditions de fer. Le port de Sept-Îles note quelques éléments positifs dans sa revue de l'année présentée lors d'un cocktail hier. L'acquisition de terrain à Pointe-Noire, la création de la Société ferroviaire et portuaire par le gouvernement du Québec et la reprise des expéditions par Tata Steel au quai de la Relance en font partie. L'administration portuaire fait face à des revenus en baisse qui ont nécessité des mesures de restriction des dépenses. Le président directeur général Pierre Gagnon croit que le redressement du prix du fer sur les marchés mondiaux et la nouvelle entente avec la SFP de Pointe-Noire signée en décembre annoncent des jours meilleurs. Le succès de la collaboration entre le transporteur maritime Desgagnés et le réseau d'observation des mammifères marins mène à son expansion. L'Alliance verte devient partenaire pour exporter le projet vers d'autres régions du monde. Les 18 bateaux du groupe Desgagnés, dont bien sûr le Bella Desgagnés qui vient chaque semaine à cette île et parcourt la Basse-Côte-Nord, ils ont enregistré 635 observations de baleines. L'entente permet de couvrir des territoires qui n'étaient pas couverts par le réseau et fournit des données significatives aux scientifiques. Les équipages des navires du groupe Desgagnés ont reçu une formation spécifique pour prendre les bonnes informations lorsqu'ils aperçoivent des cétacés. Des maires, préfets, chefs autochtones et députés de la Côte-Nord ont déposé hier à Montréal la demande officielle pour la reconnaissance d'Anticosti comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le maire de l'île, John Pinault, se dit fier de présenter un dossier scientifique complet. La démarche vise à faire reconnaître les beautés d'Anticosti, mais aussi à freiner les projets de forage avec fracturation hydraulique de la compagnie Petrolia. La demande à l'Organisation des Nations Unies devra obtenir l'appui des gouvernements de Philippe Couillard et Justin Trudeau. Le maire Pinault affirme recevoir des appuis de partout dans le monde. Quelques 23 000 personnes ont soutenu la candidature sur Internet. Un enseignant en sciences de l'environnement à l'Université d'Ottawa croit qu'Anticosti peut devenir un site d'étude des grands stades de l'histoire de la Terre, comme la première extinction de masse il y a environ 445 millions d'années. Et puis, plus d'1 tonne de matière résiduelle par habitant est envoyée dans les sites d'enfouissement de Sept-Îles et Port-Cartier, ce qui est nettement plus que la moyenne québécoise. La MRC de cette rivière reçoit l'aide du gouvernement pour améliorer la gestion des déchets à Port-Cartier, Sept-Îles, Ouachat, Macmaliot-Tenam. On a reçu une subvention. On va reparler de cette démarche de la table de concertation en gestion des matières résiduelles avec Vincent Carbonel un peu plus tard à cette émission Côte-Nord Attitude. Mais dans quelques instants, on s'entretient avec le président directeur général du port de Sept-Îles, Monsieur Pierre Gagnon. Attitude. Vous n'avez pas de motoneige, mais vous aimeriez pouvoir en faire sans tanner votre beau-frère pour qu'il vous prête la sienne le temps d'une fin de semaine? Le 94.1 Pure FM, en collaboration avec Atelier Laforge, vous offre la chance de gagner la location d'une motoneige Candic pour tout un week-end. Imaginez-vous vivre une fin de semaine de liberté absolue au volant d'une superbe motoneige sans priver vos proches de la leur. Pour participer, écoutez la nouvelle émission Les Parties du vendredi au 94.1 Pure FM entre 16h et 19h. Et lorsque vous entendrez ceci... Vous aurez le temps d'une chanson pour nous téléphoner et ainsi devenir finaliste. Le tirage aura lieu le vendredi 27 janvier. 2 semaines de concours, donc 2 chances de gagner. Soyez à l'écoute. Une autre promotion de votre 94.1 Pure FM en collaboration avec Atelier Laforge.
dernière chance pour le solde 1 million d'économies de Sunwing. Des aubaines imbattables pour des vacances de luxe en famille et entre adultes dans les meilleurs hôtels. Avec des millions de dollars à économiser, c'est le moment idéal pour vous envoler avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. L'espace est limité, alors réservez d'ici le 20 janvier avec votre agent de voyage ou sur Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de l'année 2016 au port de Sept-Îles. Les 2 dernières années ont quand même été assez difficiles. Puis des fois, on a l'impression que tant va le port, tant va l'économie de la ville de Sept-Îles. Pierre Desgagnon est président-directeur général. Hier, il y avait un cocktail pour souligner un peu un bilan de 2016. On a revu l'année au port avec des vidéos et toutes sortes de choses. Pierre Gagnon, bonjour. Oui, bon matin, M. Saint-Pierre. Pierre, j'aimerais mieux qu'on parle de 2017 avant de parler de 2016 parce que ça semble plus positif quand même. Là, on regarde le prix du fer monter depuis quelques mois quand même. Il y a vraiment des choses là qui annoncent un embellie pour notre industrie du fer, pour le port, pour l'économie de cette île Port-Cartier. Ben, un embellie, si on regarde que l'évolution dans les dernières semaines, derniers mois du prix du fer, oui, il y a un embellie. Il faut quand même rester prudent. On sait que le prix du fer réagit à l'offre et la demande, mais il y a des phénomènes ou des éléments qui se passent dernièrement là, qui nous font apprécier un embellie au niveau du prix du fer. À pareille date l'an passé, il faut se souvenir que le prix du fer était à 34 $ US la tonne et aujourd'hui, ce matin, on est tout près de 80 $ la tonne. C'est une amélioration au niveau des conditions du marché qui sont favorables pour nos producteurs locaux, ceux qui sont existants, et qui peut être vraiment favorable pour tous ceux qui sont qui ont démarré des activités comme Tata dans les 2 dernières années et d'autres joueurs comme Champion qui espèrent débuter leurs activités ou faire la reprise des activités de l'ancienne mine de Bloom Lake qui a dû fermer ses activités en 2000 à la fin 2014. Mais c'est peut-être permis d'en douter, mais on peut se demander s'il va se maintenir, va continuer d'augmenter le prix du fer. Ce matin, je lisais quelques articles là, à l'international. Il y a encore de l'incertitude en Chine. Hein? On a beaucoup... le marché du fer dépend souvent de la Chine. Puis il y a comme un surplus là, de fer. Il y a encore des grosses réserves du côté des Chinois. Ben, il y a des inventaires, oui, qui sont des repères, des inventaires importants en Chine qui constituent des repères pour essayer de prévoir les tendances du marché, mais dans ces tendances-là que les experts essaient de prédire, il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents. Personne n'avait vu le fer atteindre des niveaux planchers comme on a pu vivre à la fin 2015 puis au début 2016. Puis cette reprise-là soudaine, ben écoutez, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la macroéconomie à l'échelle planétaire. Certains disent l'effet Trump avec les orientations massives d'investissement en infrastructure que les États-Unis veulent faire avec 1000 milliards de dollars sur 10 ans, ben ça va contrecarrer un peu le ralentissement au niveau des activités en Asie. On verra, mais ce qui est vraiment intéressant pour nous dans le contexte actuel, en termes de perspective, c'est des améliorations au niveau du prix qui viennent aider nos différents projets qui sont en périphérie, là, qui étaient en veilleuse, mais qui peuvent profiter d'une embellie pour aider dans leur redémarrage, particulièrement pour Champion. Mais pour nous, au port, je vous dirais 2016, ça a été une année où il y a eu des revirements majeurs puis de bonnes nouvelles avec les acquisitions, l'opportunité d'acquérir les anciens actifs de la minière Cliff. Oui. On a réglé un gros problème, en fait, en 2016. Hein. On en a parlé pendant 2 ans, l'accès aux quais multi-usagers. On a payé ça 220 millions de dollars. Puis là, on a hâte en maudit de l'utiliser. Mais tout est en place pour pouvoir y avoir accès, en tout cas. Ben oui, on a fait notre job. La job, c'était de bâtir une infrastructure pour aider pour le développement du fer pour les prochaines décennies. Le quai a été livré au milieu de l'année 2016. Il est maintenant prêt à être utilisé. Ce qui reste à faire, c'est les installations terrestres qui doivent débuter. Là, on a vu, lors de notre annonce à la fin décembre 2016 du partenariat et des ententes commerciales long terme qui ont été signées avec le gouvernement du Québec, avec sa filiale,
la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, il a été annoncé que les travaux d'ingénierie pour faire les plans, le design de cette connexion-là qui doit être fait avec un convoyeur et des systèmes qui sont requis, les travaux d'ingénierie avaient été lancés pour permettre dans les prochaines semaines d'aller en appel d'offres pour la construction de cette infrastructure-là qui va permettre de relier les aires d'entreposage qui sont localisées à Pointe-Noire avec le quai multi-usagers et pour qu'on puisse procéder vers la fin de l'été, début de l'automne 2017, cette année, avec l'expédition d'un premier navire. Et d'une coupure de ruban, parce que ça sera pour l'occasion le premier navire qui sera chargé à travers cette infrastructure-là de classe mondiale qu'on va être bien heureux d'inaugurer, je dirais, vers la fin septembre, début octobre. C'est quand même un projet qu'on avait planifié il y a plusieurs années de ça. Hein? Il y a eu la phase de financement, la phase de construction. On avait quand même des partenaires privés, Pierre, au début de tout ça. Ils sont restés. C'est sûr que le contexte, là, la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux, ça a changé la donne là. Autour du port de cette île, il y avait 5 partenaires au début du projet de quai multi-usagers là. Oui, il y avait 5 partenaires. Malheureusement, dans le courant de 2016, il y a une entreprise qui, tout comme Cliff, s'est logée sous la protection de la loi avec ses créanciers, l'entreprise Labrador Iron Mine, qui malheureusement a quitté l'aventure au niveau des usagers. On sait que LIM s'est réorganisé, a pu finaliser son processus avec ses créanciers. LIM, pour tout de suite, n'est plus à bord en relation avec ses ententes contractuelles avec le port, a dû se libérer de ces ententes-là pour être en mesure de survivre et d'attendre des reprises ou une embellie de marché. Mais fort est à penser que pour eux, avec des conditions comme ils se présentent à l'heure actuelle, avec des prix oscillant aux alentours de $80, si ça peut se maintenir, il y a probablement une période intéressante qui pourrait être intéressante pour eux. On a vécu en 2016 aussi des tournants, un fait saillant majeur avec le redémarrage du quai de Pointe-Noire qui appartient au port de cette île, avec le premier navire de Tata qui a été chargé au début d'octobre. Et ça, c'est un fait marquant parce que c'était la première fois que le minerai de Shefferville passait ou transitait par la Pointe-Noire. Parce que dans le passé, ce minerai-là qui était exploité par la minière IOC, passait majoritairement par les installations privées d'IOC. Et là, on a ouvert la voie pour que cette production-là, ce fer-là de qualité, qu'on sait qui est très riche, hein, c'est le minerai de Tata, c'est du minerai à enfournement direct, c'est du Direct Shipping Ore, du DSO, et la teneur, elle oscille entre 58 et 60%. Fait que c'était la première fois qu'on procédait à des expéditions de DSO, du minerai de Shefferville à travers Pointe-Noire. Puis ça, c'est un signal là, de vraiment ce qui nous attend avec l'ouverture de ces infrastructures-là pour le libre marché. Parce que avec le nouveau propriétaire, qui est le gouvernement du Québec, avec sa filiale, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, on a une nouvelle ère qui nous attend, là, parce qu'on n'a plus un propriétaire privé qui n'utilisent ces infrastructures-là que pour leurs seuls besoins. On a vraiment maintenant, avec la volonté exprimée et les ententes qui ont été conclues entre le port de cette île et le gouvernement du Québec, l'orientation de mettre en valeur le plein potentiel de ce secteur-là. Et on va voir arriver d'autres entreprises minières et d'autres entreprises, non pas seulement dans le volet minier, mais dans d'autres segments d'activité, d'entreposage et de différents segments d'industrie là, qui pourraient être vraiment porteurs pour le futur pour nous. Là. Il y a peut-être des secrets là-dedans, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais est-ce que le téléphone sonne? C'est qui les partenaires ou ceux qui vont salir le quai multi-usager à cette île-là? Parce qu'on sait que Rio Tinto, on a quand même augmenté en 2016 la production de fer, mais on a les installations de Monseigneur-Blanche, on n'aura pas besoin du quai multi-usager. Les autres clients comme Alderon et tout ça, encore là, hein, tout dépend de l'embellie si elle se poursuit sur les marchés mondiaux. Hein? Ben oui, puis de l'opportunité, vous savez, Alderon, pour en faire mention, il saluait vraiment l'acquisition par le gouvernement du Québec des infrastructures de Cliff parce que ça leur permettait pour eux seuls, dans leur projet, de réduire leur coût d'investissement de tout près de 200 millions de dollars parce que Alderon projetait installer ses installations d'entreposage et de manutention du côté de la Pointe-Noire, ses propres installations, mais maintenant, avec le modèle que la Société ferroviaire et portuaire veut mettre de l'avant en partageant toutes les infrastructures, ça représente pour Alderon des économies vraiment importantes. Un peu comme Minarno
Arnaud l'a annoncé d'ailleurs. Là. Si Mine Arnaud démarre, on est dans de meilleures conditions aussi. Il y a vraiment un effet structurant qui se met en place par rapport aux investissements que le gouvernement du Québec a fait en reprenant ces actifs-là et en les ouvrant au marché. Ça va être vraiment salutaire là, pour les prochains mois puis la prochaine année pour faire continuer la mise en valeur des dépôts ferreux qu'on a. On est choyé, on a des richesses de qualité. Notre fer est un matériel de grande qualité. Et dans le marché actuel, on aura toujours un positionnement de niche au niveau du minerai de fer qui provient de la fosse du Labrador puis du Nouveau-Québec. Donc, c'est positif pour l'avenir. Il reste que les 3 dernières années ont été difficiles. Même à l'interne, ça devait pas être facile à gérer non plus. Là, on le voit dans votre communiqué, on a dû réduire, restreindre les dépenses. C'est sûr, vos revenus, ou en tout cas la manutention, là, les activités du port de Sept-Îles ont baissé de 40% en 3 ans. C'est majeur, là. Oui, c'est majeur, Jean. Puis nous, on dépend pas, on n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement fédéral. On est maintenant une PME, comme une PME locale. Nos revenus d'activité servent à payer nos salaires et à faire l'entretien des infrastructures. Lorsqu'on perd de l'activité comme un quai de Pointe-Noire où on a perdu 7 millions de tonnes, ben ça a eu vraiment un dur impact sur nos résultats financiers et sur notre capacité aussi à rayonner dans la communauté. On a dû cesser nos activités de support à tout près de 80 organismes dans la région. Ce bon an, mal an, c'est tout près d'250 000 qu'on redistribue, mais malheureusement, en 2015, on a ralenti. 2016, on n'a pas pu aider comme on voulait. On a pu seulement contribuer avec du support, avec des prêts de main-d'œuvre ou des prêts d'équipement. Mais avec les conditions qui s'améliorent, on a bon espoir de revenir ou reprendre le rôle qu'on avait au niveau du support à notre communauté parce que c'est important. Le port de Sept-Îles, c'est le port des gens d'ici. Et ça, c'est bien beau construire, mettre des infrastructures en place, mais il faut aider au développement économique de notre communauté, puis voir aussi, dans nos perspectives futures, à mieux diversifier nos activités. Pas uniquement dépendre de la grande industrie, mais essayer de trouver ou d'apporter des solutions concrètes à la dynamique de transport sur la Côte-Nord. Il reste que la base du port de Sept-Îles, c'est Rio Tinto, c'est Aluminerie Alouette. Ça, c'est stable. C'est tout le reste, là, qu'il y a encore beaucoup d'inconnus pour les autres projets dans l'industrie du fer. Par contre, d'autres activités, vous avez parlé de l'entreposage, on pourrait parler aussi des croisières. On s'est bien équipé pour un quai, pour accueillir des grands bateaux de croisière. On va d'ailleurs, en 2018, accueillir le plus gros navire du monde dans ce domaine-là, là. Ça, c'est un des secteurs où le port reprend de l'expansion, on peut le dire comme ça. Oh oui, ça c'est un segment de diversification, puis chapeau à toute l'équipe de Destination Sept-Îles-Nakoa-Inanu au niveau du dur labeur qui a été fait, là. Puis vous savez, cet organisme-là qui regroupe les partenaires au niveau de Ouachat-Mayatonam, la ville de Sept-Îles et le port, et des partenaires périphériques ont pu faire ce coup de maître-là d'aller chercher le Queen Mary pour 2018, puis aussi augmenter ou stabiliser les escales, parce que on est depuis 10 ans maintenant, on a pu faire notre place au niveau de l'opportunité de faire découvrir sur le Saint-Laurent l'escale Sept-Îles, et il y a encore beaucoup de potentiel à développer pour le futur, puis ça, il y a des gens qui travaillent vraiment, qui sont acharnés là pour faire en sorte qu'on puisse mieux continuer à vendre tout le potentiel qu'on a ici à Sept-Îles pour intéresser les croisiéristes qui proviennent de l'international, autant d'Europe que de la côte est des États-Unis. En 2017, on aura aussi des grands voiliers qui vont venir chez nous. J'imagine que le port de Sept-Îles va être très impliqué dans tout ça également. Est-ce que tu dirais que 2017, c'est une année charnière? On ne sait pas trop. La hausse a été de 1% en 2016. 2017, il y a beaucoup d'inconnus quand même, là. On pourrait croire à une vraie reprise, un retour à ce que le port de Sept-Îles était comme importance en 2018 peut-être, là. Oui, 2018, on aura peut-être repris une vitesse de croisière où on oscillait entre nos meilleures années ont été entre 28 et 30 millions de tonnes. On espère rejoindre ces niveaux-là en 2018, mais on a prévu une croissance assez modérée. On anticipe quand même une croissance d'environ 10% du volume d'activité. On croit que la fin 2017, on pourrait être aux alentours de 25-26 millions de tonnes avec des volumes additionnels en provenance des activités de Tata et de IOC également qui veut hausser sa production pour 2017. Bon, c'est à surveiller tout ça. Pierre Gagnon, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Je rappelle que tu es président directeur général de l'administration du port de Sept-Îles. Merci, Jean. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Énorme bourrasque de neige prévue. Trop enneigé et visibilité nulle dans toute la province. Soyez prudents. Les voici. Nos pires conditions routières de l'année sont arrivées. Du verglas, du vent, tout un cocktail météo. Maîtrisez-les grâce à Nissan. Profitez de la traction intégrale sans frais sur plusieurs modèles sélectionnés et obtenez la traction nécessaire pour maîtriser toutes les conditions. Mais hâtez-vous, l'offre prend fin le 31 janvier. Visitez choisisseznissan.ca ou votre concessionnaire Nissan pour les détails. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. L'augmentation du prix des aliments là en épicerie inquiète, dérange plusieurs familles. On sait que la hausse des prix était palpable en 2016 et elle semble se poursuivre en 2017. Dans notre région, il y a un organisme qui s'appelle le Centre de recherche et d'information en consommation. Il est basé à Port-Cartier. Il donne des services aux gens de Sept-Îles et de la Minganie également. On s'entretient avec une intervenante au CRIC, Marianne Lachance, qui est intervenante en consommation. Bonjour, Madame Lachance. Ben bonjour. Le CRIC, pour ceux qui connaissent un peu là, le genre d'activité que vous faites, dans d'autres régions, on appelle ça des associations d'économie familiale. On fait beaucoup de travail sur le terrain auprès des familles là à plus faible revenu ou même dans la classe moyenne. Hein? Effectivement. Nos services principaux, c'est la consultation budgétaire et beaucoup d'ateliers. On donne des séances d'information pour conscientiser les gens sur le budget, l'endettement, la surconsommation. Ça doit être précieux comme service là ici à Sept-Îles-Port-Cartier. Vous vous déplacez. Je sais pas si vous avez un bureau à Sept-Îles, mais les gens de Sept-Îles peuvent vous contacter puis avoir une rencontre individuelle avec une intervenante chez vous. Effectivement. On passe par le CLSC. On vous contacte directement à Port-Cartier, quoi? Par le CLSC, directement, par la Maison des Jeunes, par des centres d'action bénévoles. On transfère l'information de partout. Et pour nos auditeurs de Port-Cartier, on peut aller vous voir directement sur la rue Wood, 1 rue Wood, bureau 2. Oui. Maintenant, je vois qu'il y a une pétition qui circule, là, bonification du crédit d'impôt pour solidarité pour la hausse, pour pallier justement à la hausse du prix des aliments. D'abord, vous avez l'impression, sur la Côte-Nord, on le vit comme ailleurs ou pire qu'ailleurs, parce que des fois, on assume aussi des coûts pour le transport de certains produits vers chez nous, là. Effectivement, donc le panier d'épicerie augmente. Oui, on peut dire qu'on le ressent un peu plus sur la Côte-Nord, mais nous, ça a été flagrant. Les demandes à l'époque pour les gens qui venaient pour de l'information ou de la consultation budgétaire, c'était principalement pour le crédit, l'endettement, les marges de crédit. Mais je pourrais dire c'est 90% de notre clientèle nous disent j'ai pas assez d'argent pour manger. Donc les références pour l'aide alimentaire arrêtent pas d'augmenter et on voit nous aussi quand on va faire notre épicerie que quand tu vois ton brocoli à 7 piastres, ben mon Dieu Seigneur. Donc le regroupement contre l'appauvrissement de Rimouski-Neigette a effectivement lancé la campagne provinciale puis la pétition pour faire augmenter le crédit d'impôt pour solidarité du gouvernement du Québec pour pallier à l'augmentation du panier d'épicerie parce que le prix du panier augmente mais nos revenus n'augmentent pas. Donc peu importe la classe. Et je vois justement dans les considérants de la pétition, on parle de 2,7 millions de ménages qui ont de la difficulté depuis la hausse des prix de base en alimentation. Là, c'est pas juste des gens sur l'aide sociale qu'on vient en aide. Là, pas juste des gens qui travaillent au salaire minimum non plus. Il y a de plus en plus la classe moyenne à cause de l'endettement qui a de la difficulté à payer l'épicerie. C'est grave, ça. Oui, c'est très grave. C'est ça, le visage de la pauvreté change. Donc, c'est pas parce que tu es nécessairement sur l'aide sociale que tu as plus de difficultés. C'est monsieur, madame, tout le monde. On le voit dans nos bureaux à tous les jours. Et il semble qu'on le voit aussi dans ce qu'on appelle les banques alimentaires, là, le comptoir alimentaire de Sept-Îles, le centre de bénévolat de Port-Cartier qui a distribué des paniers de Noël. Toutes les demandes à ces organismes-là sont en augmentation. Effectivement. Est-ce qu'on a une idée ici, quelle proportion, l'épicerie coûte vraiment plus cher depuis 1 an et demi à Sept-Îles-Port-Cartier? On l'a vérifié dans les épiceries? Ben oui, on a vérifié effectivement une enquête qui a été faite par Protégez-vous, donc qui ont, parce que c'était inscrit que l'augmentation la plus marquée, c'était sur la Côte-Nord, dans les épiceries. C'est sûr que si on va faire notre épicerie chez Walmart,
Walmart, ça a l'air que ça coûte moins cher. On s'entend qu'à Port-Cartier, il n'y a pas de Walmart, on va au Provigo ou au IGA. Ouais, si vous êtes obligé de faire la route aller-retour, payer 20 piastres de gaz, une quinzaine de piastres de gaz pour faire l'aller-retour chez Walmart à Sept-Îles, on n'est pas gagnant non plus. Non, là. Absolument pas. Vive l'achat local. On reste à Port-Cartier, mais malheureusement, les prix des aliments augmentent quand même. Est-ce que le gouvernement a réagi d'une quelconque façon? Il existe un crédit d'impôt pour solidarité, mais c'est pas beaucoup, là. 200 piastres par année, ça compense pas tellement, là. Non, c'est comme j'expliquais tantôt, la pétition, je crois qu'on avait parlé, le crédit d'impôt pour solidarité, c'est pas suffisant pour justement pallier l'augmentation du panier d'épicerie. Donc, c'est pour ça que la pétition est lancée pour dire au gouvernement, aidez-nous, les gens sont plus capables de se nourrir adéquatement. On espère que l'information va se partager puis qu'on va faire bouger les choses au gouvernement. Oui, et les auteurs de la pétition ont évalué là, qu'en 2017, au total, au bout de l'année, ça devrait nous coûter 420 $ de plus à faire notre épicerie pour une famille moyenne. C'est quand même beaucoup. C'est très beaucoup. Puis ça s'ajoute à la hausse de 2016. Hein, ça a commencé un peu dès le début de l'année 2016. Tout ça. Oui, je dirais que le panier d'épicerie augmente depuis 2014. Je ne sais pas si c'est au courant que le CRIC de Port-Cartier est membre de la CACQ, la Coalition des associations des consommateurs du Québec. On a lancé en septembre 2016 une campagne des communautés plus futées que le crédit. Donc, c'est de mettre en lumière les alternatives collectives pour pallier justement la hausse des prix, que ce soit sur l'alimentation, le logement, les loisirs, le transport. Donc, l'alimentation, on a beaucoup parlé, je vous dirais, 2015-2016. À partir de janvier 2017, notre thème, c'est le logement. Donc, les prix augmentent partout. Mais qu'est-ce qui est grave, c'est que l'alimentation, c'est un besoin vital et on ne devrait pas souffrir. On devrait toujours être en mesure de s'alimenter adéquatement. À Sept-Îles, Port-Cartier, je pense qu'on parle du logement, là, ça s'est un petit peu amélioré, mais ça coûtait très, très cher. Là. Quand le prix du fer est haut, les logements étaient hauts aussi. Là, peut-être le ralentissement économique a un petit peu amélioré les choses. Mais ça aussi, c'est important. Il y a des normes, hein, je pense, dans un budget familial, là, l'hébergement, ça devrait pas représenter plus que 25 % de nos revenus, sinon on est dans le trouble. Exactement, c'est ça qu'on donne dans nos fameux ateliers, mais la réalité est tout autre. Et pour ce qui est du logement, si je peux me permettre, l'OMH de Port-Cartier et le CRIC s'associent pour offrir des ateliers à la clientèle résidentielle de l'OMH, justement pour pallier, si on veut, à l'hausse des coûts des logements, aussi au fait que l'OMH ne peut plus offrir des ententes de paiement parce que malheureusement, malgré ces ententes-là, le niveau d'endettement n'a pas diminué. Donc, on espère pouvoir aider la clientèle résidentielle de l'OMH. Le Centre de recherche et d'information en consommation de Port-Cartier qui couvre aussi Sept-Îles et la Minganie. Oui. Vous êtes aussi associé à l'Office de protection du consommateur pour certains dossiers. Hein? Je voyais un communiqué cette semaine. Il y a un beau concours pour les jeunes. On peut surveiller les publicités ces jours-ci. Oui, on aime beaucoup ce concours-là. C'est vraiment génial. C'est une activité pédagogique qui vise à développer l'esprit critique des adolescents par rapport à la publicité, parce que veut pas, la publicité influence les jeunes et moins jeunes à surconsommer. Donc, quand on parle d'endettement, c'est très important de sensibiliser les jeunes à cet égard-là. C'est possible de voter en ligne, monsieur, madame, tout le monde, et on partage l'information dans les écoles secondaires et les maisons des jeunes. Oui. Donc, c'est possible de gagner iPad mini 2 ainsi que des cartes iTunes. Et ça, c'est le fun. Dans le fond, on vote pour la publicité qu'on trouve la plus pertinente, le cœur d'or, et la publicité qu'on trouve la plus triste, le cœur de pierre. Oui, donc sur les publicités soumises, il y en a quelques-unes. On va simplement cliquer sur la publicité pour laquelle on a un coup de cœur et celle qu'on dit que non, cœur de pierre. Et les résultats, c'est dans le fond, ça se passe du 9 janvier au 9 avril 2017. Et il y a un site internet pour tous les détails, ça s'appelle prixducoeurdelapub.com. Oui. Pour mieux connaître le CRIC, là, le Centre régional d'information en consommation, pour connaître vos services, pour vous contacter. Vous avez aussi un site internet, mais aussi un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre directement, là. Oui, pour le Centre de recherche et d'information en consommation de Port-Cartier, on a effectivement un site web au cricn.ca. On peut vous rejoindre par téléphone au 766-3203. Eh bien, Madame Marianne Lachance, intervenante en consommation, un gros merci de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait du côté du CRIC, là, puis de nous parler comme ça de ce problème, un sérieux problème pour beaucoup de familles, la hausse des prix du logement et de l'alimentation. Ça aide pas pour... quand on est sur la Côte-Nord, il faut quand même se garder des budgets pour les déplacements, pour le loisir. Oui. Il n'y a pas juste la bouffe puis le toit, hein? Non, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Un gros merci.
Attitude. Le restaurant Le Forum de Port-Cartier tient à rectifier les faits concernant une fausse rumeur le concernant. La fausse rumeur est que le restaurant est fermé, mais il n'en est rien. Jimmy, le propriétaire de l'endroit, tient à préciser que le restaurant Le Forum est ouvert depuis 60 ans et le restera pour encore les 100 prochaines années. Toute l'équipe du restaurant Le Forum vous attend pour vous servir. Restaurant Le Forum, toujours à la même adresse, 6 boulevard des Îles à Port-Cartier. Cet hiver, votre concessionnaire GM Pascal Automobile vous en donne plus. Pendant les jours plus pour votre échange, échangez votre véhicule et obtenez jusqu'à 1500 $ de plus sur un véhicule neuf admissible. Avec, en plus, des taux jusqu'à 0% et des rabais pouvant atteindre 5000 $. C'est en plein le temps de passer avec un GM9. Et en plus, à l'achat d'un véhicule, vous obtenez automatiquement un voyage pour 2 personnes dans un parc thématique à Orlando, avion et hôtel inclus. Tout ça chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Passez nous voir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, à Sept-Îles-Port-Cartier, on cherche des trucs, là, des projets pour valoriser nos déchets parce qu'on en envoie beaucoup trop dans nos sites d'enfouissement. Et quand je parle de Sept-Îles-Port-Cartier, c'est la MRC de Sept-Rivières. Mais dans le cas du recyclage, la gestion des matières résiduelles, ça implique aussi ITUM, le conseil de bande de Ouachat-Macmalliotenam, le responsable, comment est-ce qu'on l'appelle, chargé de projet et coordonnateur de la table de concertation en gestion des matières résiduelles sur le territoire mentionné, s'appelle Vincent Carbonel et il est avec nous à Côte-Nord Attitude. Bonjour Vincent. Bonjour Jean. Hier, il y avait une conférence de presse dans les bureaux de la MRC, tout près d'ici. Et effectivement, on jette trop de déchets. On a même sorti les statistiques. Il y a beaucoup de matières qui pourraient peut-être servir à d'autres choses qu'on enfouit encore là dans ce qu'on appelait dans le temps des dépotoirs. Exactement. Maintenant, ici, on appelle ça un lieu d'enfouissement technique. Mais dans le jargon, on parle encore de dépotoir et dans la région ici de cette rivière, c'est environ 1 tonne par habitant par année, donc c'est vraiment beaucoup. Puis là, on comprend, ça inclut Aluminerie Alouette puis l'industriel. Là. Quand on dit 1 tonne par citoyen, c'est un calcul mathématique. Exactement. Là. Moi, je jette pas 1 tonne de déchets dans une année. Non, j'espère bien. Mais non, c'est à la fois le secteur résidentiel, le secteur de l'entreprise industrielle et les institutions aussi, les écoles, les hôpitaux. C'est les mêmes stats pour toutes les MRC. Donc, quand on dit qu'on n'est pas bon, on se compare au reste du Québec avec les mêmes chiffres. Exactement. On se compare aux autres régions et on se compare aussi à l'objectif gouvernemental qui est de 700 kilos par habitant par année. Donc, on a beaucoup d'efforts à faire. Et dans cette tonne par habitant qu'on enfouit, on aimerait un petit peu savoir s'il y a des matières qu'on peut valoriser, des matières organiques, beaucoup de matières recyclables qu'on jette encore par des mauvais comportements. Mais il y a aussi des projets qu'on va envoyer à l'extérieur de la région. C'est-à-dire que notre projet ici, la conférence de presse, c'est surtout les déchets des entreprises, des organisations. Donc, ça va moins concerner ce qu'on On avait des bons exemples hier quand même. Là, on parle de l'écorce d'Arbec. Moi, j'ai été élevé à côté d'une usine de pâte et papier là au Saguenay, à Kenogami, pour ne pas le nommer. Puis il y avait une montagne d'écorce là, puis ça puait cette affaire-là. Ça maintenant, c'est réutilisé. On pense aux dormants de chemin de fer aussi. Il y a quand même des bons exemples. Hein. Exactement. Puis on peut prendre le cas de la scierie Arbec à Port-Cartier. Eux, ils n'ont pas le choix de essayer de valoriser le plus possible leurs résidus forestiers. Donc, il y a les écorces, les copeaux et toutes sortes d'autres sous-produits. Puis eux, s'ils ne trouvent pas de projet de valorisation local, c'est la rentabilité qui est menacée. Donc, il y a une partie des écorces qu'ils arrivent à brûler pour chauffer leur usine, mais il reste encore des quantités de sous-produits pour lesquels ils cherchent des projets. Puis un des projets qui est à l'étude, c'est si on mélange ces résidus forestiers-là avec des boues de ville, par exemple, on peut obtenir un bon paillis pour revaloriser des sites miniers. Fait que là, on vient chercher l'intérêt de minières dans la région. Donc, on voit comment des projets où plusieurs organisations collaborent ensemble sur des questions de matières résiduelles peut être porteur de valeur ajoutée pour la région. Mais moi, ma grande question quand j'entends ces chiffres-là, c'est pourquoi? Pourquoi 1 tonne comme ça par habitant? C'est une méconnaissance, c'est un manque d'intérêt, c'est un manque de temps, c'est pourquoi on en a autant que ça? Je pense que c'est notre société de consommation qui veut un petit peu ça, mais pas juste. C'est comme on disait là tout à l'heure, c'est pas uniquement le citoyen, c'est aussi toutes les entreprises et les organisations qui nous entourent et qui
qui jusqu'à un certain point n'ont pas le choix de consommer. Suffit d'aller une journée au site d'enfouissement puis de voir ce qui rentre. Il y a plusieurs containers qui rentrent de l'hôpital tous les jours. Les écoles, il y a beaucoup de repas qui sont servis dans les écoles, aux pénitenciers, à l'hôpital. Pas encore. Exactement. Donc là, la collecte des matières organiques va déjà nous permettre de faire un grand gain. Mais ailleurs au Québec non plus, à part Victoriaville, je pense qu'on composte pas ben non plus là. Sur la rive sud, il y a déjà quelques régions qui ont lancé des projets et nous, ça va venir d'ici quelques années, en effet. Vincent, aujourd'hui dans ma tête, là, t'étais mon invité entrevue fouille poubelle. Là. Je m'en excuse d'ailleurs, mais on n'ira pas jusque là. Hein. On a quand même mis des puces dans les poubelles puis tout ça, d'aller vérifier ce que tout un chacun jette. Peut-être dans les entreprises, on va faire ça, mais pas chez les individus là. Non, on va aller voir les organisations qui veulent bien participer au projet. On a déjà une série de partenaires qui se sont engagés à participer au projet, notamment les grands générateurs de matières résiduelles, donc les grandes industries, les minières, la scierie dont je vous ai parlé, mais aussi hôpital, pénitencier, le port de Sept-Îles. Et dans un premier temps, on va aller voir chez eux qu'est-ce qu'ils ont comme matière résiduelle, qu'est-ce qu'ils génèrent, c'est quoi les quantités qu'on peut éventuellement mettre en commun. Pour informer les autres, des fois ça pourrait les allumer sur une utilisation possible. Si moi j'ai pas de solution pour mes matières résiduelles, peut-être que mon voisin a une solution, mais si je prends pas le temps d'aller parler à mon voisin, je le saurai jamais. Donc nous, la MRC, on veut être cet intermédiaire-là entre les organisations de la région pour que des projets voient le jour. Actuellement, explique-nous un peu, là, on connaît l'existence du phare, la ressource Le Phare à Port-Cartier. Tout ce qu'on met dans la poubelle bleue, ici à cette île, ça s'en va là. Il y a un tri qui se fait, il y a beaucoup de matière qui s'en va à l'extérieur, mais est-ce que tout ce qu'on recycle, au moins, ça sert à quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, quand on va... Moi, j'ai plusieurs fois été au centre de tri cette année. Puis, les matières recyclables sont classées par type de plastique, métal, papier, carton. On crée des beaux petits ballots. Mais ça s'en va à l'extérieur après? Ça s'en va à l'extérieur pour la plupart parce que ça prend des entreprises qui ont des créneaux où ils peuvent réutiliser ces matières-là. Malheureusement, dans la région, il y en a très très peu. Donc les plastiques, les papiers cartons, le verre, qu'est-ce qu'il y a encore, le métal, généralement, ça va à l'extérieur. Ça fonctionne un petit peu comme un marché. Là, ce sont des vendeurs de matières au phare. Et donc, nous, ce qu'on a envie, pour le cas des matières recyclables, parce que tu as amené le sujet, l'idée, c'est que, est-ce qu'on peut pas trouver des preneurs dans la région? Parce qu'il y a des coûts de transport, en plus, à ça, là. On paye ça avec nos taxes. J'imagine, hein? Le phare, c'est subventionné à quelque part. C'est nos taxes à Québec ou à la ville, là. Exactement, c'est subventionné. Maintenant, ça prend un centre de tri. Si le centre de tri n'était pas à Port-Cartier, sans doute qu'on enverrait ça à Lévis. Ou à d'autres, ou dans les grands centres. Il y aurait les mêmes coûts de transport. Il y aurait les mêmes coûts de transport. Au moins, ça crée des emplois dans la région, parce que le centre de tri emploie une 50aine de personnes en réinsertion. Donc. Hier, à la conférence de presse, dans les bureaux de la MRC, tu t'es fait voler ton scoop par monsieur le préfet et maire de Sept-Îles, Régent Porlier, là, et il t'a introduit en annonçant la subvention que toi, t'avais prévue ailleurs dans la conférence de presse. Mais j'ai tant mieux, j'ai aucun problème à ce que les politiciens ou les dirigeants d'entreprise s'approprient l'initiative, puis je pense ça a fait rire tout le monde. Mais on rigole. En fait, c'est qu'on a reçu, on était très contents d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que le maire s'est échappé tout de suite au début, là, parce que finalement, il y avait juste 1 million pour tout le Québec, puis la MRC a quand même un bon montant, là, de 126 925 $. C'est ça. On était très contents, hein. Recycle Québec a jugé qu'il y avait une priorité chez nous. Faut voir ça de même. Exactement. Ils ont reçu beaucoup de projets de ce genre, et comme il y avait une enveloppe limitée, seuls 7 projets ont été sélectionnés dans toute la province. On est le premier projet, on est un des 7 projets et on est le premier à l'annoncer officiellement. Donc quand on va sur la page de Recycle Québec, là on voit le projet de la MRC de Cette-Rivière. On est très très content. Et donc cette subvention-là va nous permettre pendant 2 ans de faire ce travail d'inventaire de matières résiduelles dont je te parlais. Qu'est-ce qu'il y a comme matière ici? Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Bon, puis le compostage, ça va arriver à Sept-Îles, Port-Cartier, Ouachatmac, Maliotenam, quoi, en 2020, à la fin du plan de gestion des matières résiduelles actuelles, là. J'espère vraiment qu'on s'y si on peut le un peu à l'avance. On va le faire, exactement.
Puis ça, ce sont les municipalités qui ont cette responsabilité-là. Puis nous, à la MRC, on va derrière elles pour que ça avance et pour que la collecte se prépare, la sensibilisation. Et puis aussi les débouchés. Qu'est-ce qu'on va faire de cette matière-là? Là encore, est-ce qu'on l'envoie à l'extérieur? Rivière-du-Loup nous sollicite souvent pour avoir nos matières organiques parce qu'ils ont une usine de biocarburant. Mais est-ce que ça serait pas plus intelligent de faire quelque chose dans la région pour qu'au moins on ait un retour de cette matière-là, que ça soit pour dans nos parcs et jardins, en matière de compost ou quoi. On verra ça, c'est à l'étude. En attendant, on te contacte toi, t'es le coordonnateur de la table. Si on en a des idées, là, on a écouté l'entrevue à midi, puis tiens, je vois telle compagnie qui jette telle sorte d'affaires, puis ça pourrait servir dans telle autre entreprise. C'est toi qui vas t'occuper de faire les liens. Avec plaisir. Envoyez-moi vos idées plutôt que vos déchets. Eh ben, Vincent Carbonel, je rappelle que t'es chargé de projet et coordonnateur de la table de concertation de gestion des matières résiduelles à la MRC de Sept-Rivières. C'est là qu'on peut te rejoindre. Un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude. Avec plaisir. Valérie, on a une discussion de filles dans quelques instants. On va parler des femmes et de la politique. Ouais, tiens, il y a quelqu'un qui a parlé de ce sujet-là. Tout le monde en parle, hein? Ça ressemble à ça, ça a fait jaser pas mal. Puis on en parle avec des femmes impliquées dans les prochaines minutes. Côte-Nord. Attitude. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Oh, tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutique Attraction.com, 100% de plaisir pour 50% du prix. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Deb. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM. 94 1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94 1. Je suis le seul gars en studio entouré de 3 dames et je me sens pas mal à l'aise du tout, mais on va parler des femmes en politique. Le sujet a été lancé, hein, c'est Bernard Rambaud-Gauthier à sa façon qu'il l'a lancé, Valérie. Écoute, depuis le début de la semaine, le débat est beaucoup est-ce qu'on parle juste de lingerie ou on est capable de parler d'autre chose? Je pense que la réflexion est intéressante, de la pousser un petit peu plus loin. Non mais c'est vrai, l'implication des femmes, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'on pourrait en faire plus pour que les femmes aient des facilités à s'impliquer et tout ça? Et pour qu'on puisse justement amener le débat un petit peu plus loin, on a décidé d'inviter 2 femmes qui sont des professionnelles, qui ont des postes importants à leur travail, qui sont aussi impliquées socialement et qui sont aussi des mères de famille. Donc comment on fait pour se sortir la tête de l'eau quand on fait tout ça? Parce que moi j'ai pas de famille puis des fois j'ai de la misère. La conciliation, comme on disait il y a quelques années. Exactement, conciliation travail-famille, là ça va être conciliation travail-famille, implication. Alors, pour en parler, on reçoit Elisabeth Chevalier, qui est la directrice ici dans vos stations Attraction Radio, mais aussi conseillère à la ville de Sept-Îles. Bon midi, Elisabeth. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est le fun d'avoir cette tribune-là aujourd'hui. Ben oui, écoute, ça nous fait vraiment plaisir. C'est un bon sujet. Oui, vraiment. Et on reçoit Émilie Paquette également, de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Bon midi, Émilie. Bon midi à tout le monde. Bon, donc, la grande question, là, c'est comment vous faites pour faire tout ça? C'est ça la grande question, dans le fond. Peux-tu répondre? Ben, écoute, faut savoir faire du patinage de vitesse puis du patinage artistique et retomber rapidement sur ses 2 jambes. Ça serait trop facile de dire que c'est de l'organisation. C'est pas que ça. Je pense que faut suivre le rythme puis faut pas lâcher une minute. La conciliation travail, famille, implication, vie de couple, vie tout seul avec les enfants, don de soi aussi, hein, ailleurs. Donc c'est ça, c'est comment on fait, on le fait, c'est tout, on est dedans.
Est-ce qu'il faut pas faire certaines concessions? Parce que tantôt, j'essayais de penser à une journée, là, mettons une journée type, là, OK? Là, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a l'implication sociale. Mais veux pas, là, faudrait cuisiner des repas parce que c'est ça qu'il faut faire pour sa famille, pour en prendre soin. Il y a les devoirs, il y a aussi, prendre du temps pour soi. Il y a s'entraîner pour répondre aux critères de la société. Il y a la vie sociale, les amis. Aller voir écoute, ça arrête pas, tu sais, là, on se dit, est-ce qu'il y a certaines concessions à faire puis certaines choses de dire, bon, ben ça, je vais lâcher prise? Ben clairement, ce serait trop facile de dire que l'entraînement c'est parce que je suis trop occupée. Là. Mais oui, effectivement, allons-y comme ça. Comment on fait? Tantôt, Valérie, je t'entendais nommer travailleuse, après ça mère, après ça impliquée. Wow, c'est vrai, hein? Comment je fais? Ben je sais pas. Je pense que je pense qu'honnêtement, ça se deal au jour le jour. Ça prend une bonne équipe autour. Tu sais, une équipe, là, je parle un conjoint qui est impliqué, ça prend... Voilà. Moi, je suis content que tu parles de ton conjoint. Ben oui, mais c'est important. Il est nécessaire. Mais non, mais j'ai parlé au regroupement des femmes cette semaine. La première chose qu'ils m'ont dit, on veut le rencontrer, Bernard Gauthier, on veut l'éduquer. Mais je pense que vous autres, vous avez éduqué vos chums, finalement, là. C'est fait dans votre cas. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe, là. Honnêtement, c'est l'implication, tout ça, c'est pas quelque chose qui se décide un matin en se levant dans la douche en disant, ouais, ben moi, là, demain matin, je vais devenir conseillère municipale. Hey, non. Là, faut que t'arranges ça avec le conjoint au niveau du temps, au niveau du transport, au niveau de la garderie, etc. Là, il y a des beaux-parents qui viennent en ligne de compte aussi. Puis moi, j'ai la chance d'en avoir qui sont proches de chez nous parce que sans eux autres, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu d'implication politique non plus. Donc, oui, les concessions. Puis tu sais, les 5 à 7, là, je m'excuse encore à mes amis. Parce qu'on a créé les CPA, tout un réseau de gardiennage, mais ça règle pas le problème, finalement, là. Le problème était plus large que juste la conciliation travail-famille aussi, avec des horaires fixes de 9h à 5h, genre, là. Ben c'est surtout qu'il faut pas aborder ça comme étant tout imputable à que soi-même. Parfois, là, je vais parler pour moi, mais je pense que pour plusieurs mamans aussi, on a tendance à tout se mettre ça sur les épaules puis à le charger sur nous puis d'avancer avec ça. Puis ça, à un moment donné, tu t'épuises à faire ça. Un peu à l'image de ce qu'Elisabeth vient de dire, ça prend une équipe autour. Moi, malheureusement, j'ai pas de famille ici. Hein? Donc, l'équipe, elle se résume à 2 personnes. Il y a quelques amis autour qu'on peut solliciter, c'est d'avoir des bonnes gardiennes quand c'est le bon moment. Mais il faut vivre constamment avec une espèce d'équilibre. Parce qu'on pense toujours, quand on a des enfants, entre autres, moi je pense souvent à plus tard. Plus tard, mon fils, quand il va avoir 25 ans puis qu'il va avoir sa famille, qu'est-ce que je veux qu'il pense de moi? Ce que je veux qu'il pense de moi, c'est pas que j'ai été une maman à la maison. Moi, je veux qu'il croit en l'implication sociale, qu'il croit au fait d'avoir un travail qui le stimule mentalement, physiquement, de toutes sortes de façons, puis qui croit aussi dans l'implication de sa communauté, que de jouer un rôle, jouer un rôle, c'est important. Et là, je veux pas dire que les femmes à la maison jouent pas de rôle, ce n'est pas ça du tout. C'est un choix que j'avoue moi-même ne pas avoir été capable de faire, hein? Donc, faut pas opposer ces 2 modes de vie-là, qui sont un peu différents, bien évidemment. Mais oui, ça prend une équipe, ça prend une gestion du temps, ça prend un conjoint qui est une écoute, mais aussi un réel ami, parce que c'est ton partenaire. Ici, on le disait, les femmes sont bien représentées autant en politique municipale que sur la scène provinciale. Au fédéral aussi, on a une députée justement au Bloc québécois qui nous représente. Il faut quand même pas se mettre la tête dans le sable. Peut-être qu'il y a une certaine génération qui est un petit peu moins représentée justement à cause de génération. Moi je pense peut-être que oui, il y a une question de génération et pas juste pour les femmes, pour les hommes aussi. Amenons le débat là également. On n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est pas facile de tout concilier, mais pour un homme non plus, là, je veux dire, un homme non plus peut pas nécessairement quitter son emploi quand il le veut pour aller faire son implication là. Ben c'est ça, si on pense à l'implication politique municipale par exemple, ça prend un employeur qui est vachement conciliant là pour être capable de faire en sorte que tu peux continuer gagner ta vie avec un travail qui est stable et permanent et tout, et être libéré en même temps d'un autre côté pour aller siéger en caucus, siéger en séance publique, avoir les rencontres de CA, les rencontres spéciales, etc. Ça gagne quoi une conseillère, là, et ça remplace pas ton salaire? Tu peux pas dire je vais quitter mon emploi. Non. Le maire, c'est à temps plein, mais les conseillères, c'est faut quasiment être à la retraite pour pouvoir faire ça, quoi? Ben, c'est sûr que pour moi, ce serait plus facile. Ben, financièrement, non, là, ça pourrait pas être mon gagne-pain permanent, temps plein, mon seul revenu, là, personnel. Ça pourrait pas fonctionner. Par contre, je vous dis pas que je pourrais m'impliquer à mon 100%
Oui, effectivement, si j'étais retraitée, ce serait beaucoup plus facile pour moi, mais je veux pas attendre d'être rendue là pour être capable de changer les choses maintenant. OK. Ça fait que tu vas te représenter finalement en 2017, il y a des élections municipales. On n'est pas rendu. OK. Mettons que la phrase là, politiquement correcte et mon équipe et moi sommes présentement en période de réflexion. Bon, voilà. En même temps, vous êtes des femmes qui avaient de l'ambition. On s'entend là, de l'ambition dans toutes les sphères de votre vie. Moi, des fois, je me demande si on est capable de tout avoir dans la vie. T'sais. Est-ce que je vois Elisabeth qui fait signe que non. Finalement, là, c'est non. Non, moi, l'une de mes chansons préférées, c'est celle d'Ariane Moffat, là, Je veux tout. Malheureusement, au quotidien, je me bute à cette réalité-là. C'est que je ne peux pas tout avoir maintenant rapidement. Par contre, c'est de faire des choix qui te permettent d'en obtenir le plus possible et d'en redonner le plus possible aussi. C'est certain que d'avoir des enfants, ça fait que tu fais un choix de vie, qui est à dire celui d'être une famille, et ça impose d'autres choix. Par exemple, l'implication politique, moi je lève mon chapeau à Elisabeth pour le faire, parce que à son âge, avec des jeunes enfants, ouais. C'est vraiment pas évident. T'sais. Mais encore là, moi je me dis plus tard, je veux que mes enfants, ils pensent quoi de leur maman? Je veux pas qu'elle goût dire t'étais jamais là parce que t'as fait de la politique. Il y en a plein des gens qui vont dire ça aujourd'hui. Moi, mes parents étaient impliqués en politique, puis ils étaient jamais là. Mais d'un autre côté, tu veux aussi que tes parents aient apporté à la communauté, puis d'en retirer une certaine fierté. Tout ça. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est toujours l'espèce de bataille entre la raison puis le cœur. Là. C'est tout le temps ça. T'es droit dans le mille. Puis là, il nous reste 1 minute. On peut la prendre parler de lingerie, si vous voulez. Absolument. Talons hauts, Émilie? Non, mais finalement, son message, Bernard, bon, il dit que c'était une blague, mais que les gars puis les filles parlent pas des mêmes sujets. Il y a des choses un peu vraies quand même dans ce qu'il a dit, à tout le monde en parle, là. Ben, est-ce qu'il y a des choses vraies? Peut-être que stéréotypiquement parlant, oui, il y a peut-être des différences dans les sujets de prédilection féminin ou masculin, mais moi, je pense qu'avant tout, c'est d'engagement qu'on a besoin dans notre communauté. Des gens prêts à vouloir s'impliquer, puis ça, on peut lui donner ça à M. Gauthier. C'est que lui, il a l'envie de l'engagement. Hein? On peut pas être moins engagé que lui, là, on s'entend. Donc ça, moi, c'est quelque chose, par exemple, que je respecte beaucoup. Puis des gens qui veulent s'impliquer et s'engager dans la communauté, ben il y en a pas assez. Alors, que ce soit femme ou homme, parents, pas parents, retraités, riches, pauvres, c'est important, l'engagement. En même temps, il a servi à quoi le mouvement féministe là, qui nous a brassés dans les années 1970? Moi, je pensais qu'il y avait permis au moins de gagner, de partager finalement des problèmes de société, qu'avant, c'était le problème des femmes, qu'on partage hommes et femmes dans le couple puis dans la société. Ce qui a permis, là, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la radio avec toi puis je te regarderai dans les yeux puis je me sens pas soumise et impuissante devant tes questions de journaliste. Il est que je suis directrice de la Chambre de commerce de Sept-Îles puis que je suis capable de parler avec les membres de mon conseil d'administration en me sentant leur égal. Il est que j'ai fait des études post-secondaires et que j'ai pu envisager mon avenir autrement que d'être en arrière de mon évier puis de mon poêle dans la cuisine en train de laver du linge ou autre chose. C'est ça la différence qui a permis le mouvement féministe. Puis il faut pas lâcher le morceau parce que c'est insidieux. Moi, au quotidien, je me retrouve assis avec juste des hommes où parfois on oublie que ça existe, ça, puis qu'il y a une époque pas si lointaine, la femme était réduite qu'à son corps. C'est un bon exemple, le milieu des affaires, là. Il y a pas juste le milieu politique, il y a pas mal plus d'hommes d'affaires que de femmes d'affaires encore aujourd'hui sur la Côte-Nord en 2017, là. Oui, parce qu'encore là, ça demande beaucoup d'implication puis d'engagement. Puis quand ça c'est un choix de vie, réellement. Puis quand t'as des enfants, c'est pas évident à faire. Et pour ce qui est de la politique, Elisabeth, il y a peut-être aussi la ville de Sept-Îles qui devrait carrément réfléchir s'il faut y consacrer tous ces lundis, même un gars qui travaille chez Alouette, travaille un lundi sur 2 de 7 à 7, là, il peut pas être conseiller municipal, ça n'a pas de bon sens. Oh, mais ça, c'est pas propre seulement qu'à la ville de Sept-Îles, hein. C'est comme ça un peu partout, les réunions de caucus qui sont à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, souvent en après-midi. Est-ce que ce sera pas un sujet sur lequel il faudra se pencher de façon plus provinciale? Ce serait possible parce que, oui, effectivement, le manque de temps peut limiter grandement les implications politiques. Mais on pourrait extensionner la discussion sur toute une autre heure, mais il est 13h02 puis là-bas c'est en studio. Il est 13h02 puis là-bas c'est en studio, faut s'en aller.
On va quand même remercier Elisabeth Chevalier et Émilie Paquette pour cette agréable discussion sur la conciliation travail, famille et politique, implication sociale. Valérie Dionne, un gros merci également pour la co-animation 2 fois cette semaine encore à Côte-Nord Attitude. Demain, Tommy Auger sera avec moi et on va aborder plusieurs sujets. On a la visite de deux députés du Bloc québécois cet après-midi, dont Mario Beaulieu et l'autre, c'est notre députée Marilyn Gill. Au revoir tout le monde, à demain.